Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bel et Bien, votre guide bien-être avec le spécialiste en France du bien-être, Ali Rebéi. Bonjour. Bonjour Agathe, bonjour à tous. Et ce matin, on s'intéresse aux mensonges. Les femmes mentiraient 3 fois par jour, les hommes 2 fois plus. Pourquoi aimons-nous tant mentir? Et pourquoi mentir peut parfois nous faire du bien? Alors, on ne parlera pas ce matin, rassurez-vous, du mensonge qui salit, qui traîne dans la boue, du mensonge de la calomnie. Nous évoquerons plutôt ces petits mensonges du quotidien qui embellissent ou facilitent la vie, ces petits arrangements avec la réalité. Quand nous mentons sur notre âge, nous verrons pourquoi il ne faut pas croire quelqu'un qui affirme qu'il ne ment jamais. C'est mon cas d'ailleurs, je ne mens jamais. Moi qui ai 29 ans, je peux vous dire que, par exemple... Alors aujourd'hui, nous allons recevoir Patrick Clairvoy, le psychiatre qui décortique les mécanismes du mensonge et nous explique pourquoi il est fondamental dans nos relations sociales. Nous recevons également un négociateur professionnel et expert en détection du mensonge, Marwan Méry. Il va nous apprendre à débusquer les menteurs et surtout à mentir sans être repéré. Très intéressant. Avec Stan, on va s'intéresser aux mensonges des enfants. À quel âge commence-t-on à mentir et surtout, à quel âge a-t-on conscience que c'est mal? Sans oublier notre grand maître du bien-être. Tout ce qu'il dit dans cette émission est 100% vrai. Ça, on vous le garantit. Le psychiatre Christophe André n'est pas un menteur. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour les amis, comment ça va? Ça fait plaisir de vous voir. Quel menteur, quel hypocrite. Stanislas. Pour nous accompagner ce matin, vous l'aurez compris, car il s'est déjà fait remarquer, Stan Gusman. Bonjour. Nous avons Guillemette Odissino et André Manoukian. C'était quoi votre dernier petit mensonge? C'était quand je vous ai dit qu'il était super joli, votre pull. Vous le trouvez dégueu? Non, mais dites-le-moi, vous le trouvez dégueulasse? Non, il est trop cool. Non, mais vraiment, vraiment. Par contre, il me brouille un peu les yeux. Ah, mais et sinon... peut-être qu'il moire. C'est ça. Guillemette. Oh, j'ai dû mentir à mes enfants, leur disant que le dîner serait prêt à l'heure. Pas des choses comme ça. Pour avoir la paix. Et Stan? Ma copine m'a demandé mensonges, si elle avait grossi. J'ai dit non. Tu es très belle. Et bien maintenant qu'elle vous regarde, elle est contente de le savoir. J'avais oublié ce détail. Elle ne le regarde jamais. Et vous, Christophe André? Moi, j'ai refusé une invitation en faisant croire que j'étais pas à Paris. Ah là là, c'est moche. C'est moche, c'est très très moche. Alors pourquoi ne faut-il jamais croire quelqu'un qui vous dit qu'il ne ment jamais? Parce que chaque fois qu'on fait des enquêtes anonymes, secrets, tout ça, les gens disent tous qu'ils mentent et en général plusieurs fois par jour. Donc la vérité serait de dire j'essaie de mentir le moins possible parce que ça me met mal à l'aise, parce que ça rend ma vie compliquée. Vous savez, il y a une phrase de l'écrivain Joseph Delteil que j'adore qui dit « Moi, c'est un gars de l'autre. Moi, je ne mens jamais. C'est beaucoup trop compliqué. Une fois qu'on a fait le mensonge, il y a les contre-mensonges, les souvenirs du mensonge. On ne s'y retrouve pas. » Et donc, en général, la plupart d'entre nous mentons, ça nous échappe. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de mentir, tant est que ce soit un besoin? Alors souvent, on ment parce qu'on est en situation de faiblesse ou d'embarras. C'est assez rare qu'on mente quand on maîtrise tout, qu'on se sent en position de force, on se sent en position de faiblesse, soit à titre personnel, on a envie de se valoriser un petit peu, soit par rapport à l'autre, on a peur de lui faire du mal, donc on est un peu indécis sur la meilleure réponse à apporter. Et en général, quand on ment, c'est qu'on est dans le pétrin. Voilà, Il y a une étude qui m'avait marqué, c'était que les enfants qui mentent sont plus intelligents que ceux qui ne mentent pas. Ah bah écoutez, mes enfants sont tellement malins. C'est un truc de dingue, si cette étude est juste. On va entrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, en accueillant un psychiatre qui s'est penché sur la question dans son dernier ouvrage. Le livre s'appelle « Vérité ou mensonge ». C'est Patrick Clairvoy. Bonjour Patrick Clairvoy, bienvenue sur le plateau de Bel et Bien. Vous êtes psychiatre spécialiste du stress et du traumatisme psychique et vous publiez Vérité ou mensonge chez Odile Jacob. Alors vous connaissez tous l'expression « plus c'est gros, plus ça passe ». Patrick, pardon. Calmez-vous un tout petit peu, les gars. Est-ce que c'est une idée reçue ou bien en faire des tonnes, ça peut vraiment aider les menteurs à être crédibles? Dans votre livre, vous racontez l'histoire incroyable d'un certain Fernand Legros. Ah, alors, Fernand Legros, c'est clair qu'il en faisait tellement que les gens devaient se dire, si c'était un menteur, il maquillerait la réalité. Il dirait pas Il serait des plus choses. subtil, quoi. Ah, il était cash. Rappelez qui est Fernand Legros. Fernand Legros, c'est un homme qui s'est inventé toute une histoire. Il dit qu'il a été l'amant du secrétaire général de l'ONU, il dit qu'il a été dans des ballets, qu'il a été danseur, etc. Et puis il est rentré dans le milieu des arts, et notamment de la peinture.
Mais le gros, il disait, moi, au-dessous de telle quantité d'argent, et je ne vous dis pas le nombre de zéros, voilà, je ne négocie pas. Il dit, moi, je ne vends pas un tableau, je ne vends que des collections. Mais il a grugé, par exemple, le Premier ministre japonais. Il a grugé un homme d'affaires dans les pétroles texans pour des sommes considérables. Il a fini malheureux. Alors, oui, il a brillé. Oui, il a donné l'illusion. Mais on voit bien, et il y a d'autres trajectoires que je montre dans ce livre, on voit bien qu'à un moment donné, le menteur, avec sa performance, son aptitude à tromper, à maquiller, à créer un théâtre, il réussit. Mais il y a un moment, ça ne tiendra pas. J'allais dire, il y a quelque chose qui est vrai, c'est qu'il n'y a que la vérité qui tiendra la route au fil du temps. Maintenant, plus c'est gros, plus ça passe. Avec Internet, on a vu que oui. Oui, bien sûr. Trump a trompé, mais de façon fantastique, si je puis dire. Mais heureusement, il a fallu 4 ans, y compris l'événement du Capitole, pour qu'on dise, mais comment a-t-on pu croire que cet homme était raisonnable? Mais le mensonge a duré quand même 4 ans. Pour certains, oui. Et c'est ça qui est dangereux. Alors, Ali, vous l'avez dit en introduction, selon des études très très sérieuses, l'homme, what a surprise, mentirait 2 fois plus que la femme. Est-ce qu'il y a une explication neurologique à cette chose très étrange, Christophe? Alors, neurologique, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que toutes les études n'aboutissent pas à la même conclusion que celle-ci, Agathe. Je crois que vous avez choisi une étude qui... J'ai choisi mon étude, effectivement. Non, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en général, dans les enquêtes, on voit que les femmes font plutôt des mensonges altruistes, pour ne pas faire de peine, là où les hommes font plus volontiers des mensonges un peu plus égoïstes, pour se mettre en valeur. Patrick Clairvoy, dans votre livre, vous écrivez ce que nous appelons la réalité n'est jamais qu'une perception déformée que nous nous construisons du monde. Si le mensonge existe, c'est parce que la réalité est vue de façon différente par chacun. Nous mentons tous de bonne foi, si je vous ai bien compris? Oui, mais on essaie le plus souvent, et c'est mieux, de dire la vérité. Mais dire la vérité, c'est un effort. C'est compliqué. C'est parfois difficile. Et il y a cette tentation, pour fluidifier la relation sociale, de faire ces petits mensonges de politesse. C'était très bon, merci beaucoup, je suis content. Mais on sait tous qu'on a besoin de ça, de ce fluidifiant social, pour pouvoir fonctionner ensemble. Mais le danger, c'est quand on s'installe dans un mensonge, qu'on est obligé de l'augmenter pour lui donner du crédit, qu'on crée comme ça une espèce de montagne qu'après on ne peut plus descendre, si je puis dire. Et on voit même des situations où ceux qui sont autour de vous, qui ont apprécié que vous ayez menti, insisteront pour que vous puissiez mentir et empêcheront que la vérité fût révélée. Et parfois, c'est celui qui essaye de dire la vérité qui paye le plus cher dans cette aventure. Finalement, le pire drame pour le menteur, c'est qu'on le croit. Absolument. Je comprends bien. Absolument. C'est le piège terrible. Alors, justement, en parlant d'homme qui dit la vérité, André Manoukian, je ne me suis pas remise de mon pull moche. Vous avez une histoire extraordinaire de quelqu'un d'incroyable à nous raconter. Vous aurez compris que ça ne passe pas, André? C'est pas, mais Ça passe pas, ça justement, passe pas. c'était un super mensonge en fait. Vous savez, c'est comme quand je suis allé à Confesse la première fois quand j'étais petit. J'avais pas de péché à confesser, alors j'en ai inventé. Là, vous m'avez demandé de vous dire un mensonge, j'en avais pas. J'ai brodé que votre pull était moche alors qu'il est super beau en fait. Alors, je vais vous parler d'une histoire incroyable. C'est un super compositeur japonais. Il s'appelle Mamoru Samuragoshi. Regardez-le, plutôt une tête de star, rock'n'roll. Depuis 20 ans, ce personnage qui se balade avec sa chevelure de jet et ses lunettes fumées a conquis la gloire et les cœurs. Pourquoi? En fait, c'est un super musicien, super pianiste, super compositeur. À 35 ans, une tuile, il devient sourd. Mais il devient carrément sourd. Qu'est-ce qu'il fait? Il pense s'arrêter. Et tout d'un coup, il pense à celui-là. Ah, c'est la 5e de Ludwig, qu'il a fait quand il était sourd. Vous savez ce qu'il faisait parfois? Il se mettait l'oreille contre le piano pour sentir les vibrations. Parce qu'il n'entendait rien du tout, c'était pas pour entendre, mais c'était pour ressentir les vibrations. Ludwig pense se suicider, c'est le fameux testament d'Heiligenstadt. Lui, il est passé exactement par ce processus-là. Ça, j'allais dire,
Sa passion, c'est la musique. Il est doué, il est reconnu, il est en train de devenir une star, et puis il lui arrive ça. Il va s'accrocher, il va continuer, et tout d'un coup, quand il va composer une œuvre qui va être son chef-d'œuvre. Ça s'appelle Symphonie numéro 1 Hiroshima. C'est c'est une symphonie à la gloire des victimes de la bombe nucléaire. Vous êtes bien dans Bel et Bien. Vous entendez ces orchestrations, quand il écrit ça, il n'entend pas les sons. Encore une fois, c'est là que c'est assez incroyable. Il faut être très grand musicien pour avoir tous ces sons dans la tête et pour pouvoir les retranscrire sur le papier. Sa symphonie, elle est sublime. Alors quand il va y avoir, Fukushima, on va ressortir cette symphonie qui va prendre tout son... J'allais dire qu'il va reprendre vigueur et qui illustre aussi cette catastrophe qui vient de se passer. Alors, il y a un tout petit problème, c'est qu'en 2014, il y a un coup de tonnerre qui se passe. C'est qu'en fait, la personne qui était son assistant, parce qu'il a besoin d'un assistant, lui dit « Tu sais quoi, je vais tout balancer ». En fait, le gars, il est incapable de jouer une seule note de musique. Non. Il est incapable de faire un accord. Il connaît rien en musique et il n'est pas sourd. Et il va inventer toute cette histoire pour, qui est-ce qui a composé, faire le alors buzz. Eh ben, c'est son assistant. Ouais. Ah Et là du là. coup, comme son assistant l'a menacé de tout révéler, c'est lui qui, une semaine avant, a dit, voilà, il a fait son mea culpa, l'effarante histoire du Beethoven japonais, faux compositeur, faux sourd, mais vrai génie. Vas-y, mon gars. Moi, je l'aime. Christophe, ce compositeur japonais, c'est un menteur magnifique ou pas ? Alors, magnifique, je ne sais pas s'il faut... Ouais, c'est une escroquerie quand même, hein, le mensonge prolongé, organisé, dont on tire des bénéfices. En tout cas, c'est un tour de force. Mais vous savez, il y a deux choses. D'abord, je pense qu'il ne devait pas très bien dormir tout de même, hein, ce genre de mensonge organisé à grande échelle. Et puis, ça me fait penser à cette citation, je crois qu'elle est d'Abraham Lincoln. On peut mentir tout le temps à une seule personne, quelque temps à tout le monde, mais pas tout le temps à tout le monde. C'est-à-dire, tôt ou tard, ces histoires-là, effectivement, finissent par rejaillir au nez de l'escroc, du menteur. Il devait mal dormir quand même, je me dis, c'est Patrick terrible. Clairvoy. Moi, je note quelque chose, il s'en est bien sorti. Parce que dans des histoires de mythomanes, quand au moment où tout s'effondre, moi j'ai vu des conduites suicidaires, des gestes suicidaires. Et si on revient sur l'histoire de Jean-Claude Roman, 20 ans de mensonges. Jean-Claude Roman, à plusieurs reprises, il aurait essayé de dire, vous savez, et si tout ça, c'était pas vrai, qu'il avait son poste à l'OMS, etc. Et les autres, ça les gavait. Ils disaient, mais arrête, tu nous embêtes. Et donc, il était obligé de continuer. Vous vous rendez compte, 20 ans à mentir. Il a toujours déclaré zéro revenu, il avait zéro revenu. Et des stratégies de mensonge pour essayer quand même d'avoir des biens matériels, des biens financiers, etc. Il faut juste rappeler que Jean-Claude Roman, c'est un faux médecin de l'Organisation mondiale de la santé qui a menti à sa famille, qui allait sur le parking des supermarchés ou à la bibliothèque de l'OMS, qui passait du temps et qui a emprunté de l'argent à ses beaux-parents, etc. Et puis qu'un beau jour, il a assassiné femme et enfants, ses parents. Et il y a une autre histoire dans le témoignage d'un ami de Jean-Claude Roman. Mais Jean-Claude Roman, il raconte toujours qu'il a son poste à l'OMS, mais on n'en a jamais la moindre trace matérielle. Et il dit qu'un jour, il avait l'annuaire de l'OMS et il a eu envie de voir où était son bureau, quel était son numéro. Il dit, j'ai commencé à ouvrir l'annuaire et dans sa tête, quelque chose qui dit, mais attends, t'as pas confiance ? Et il a refermé l'annuaire. Et c'est ça la surprise. C'est que comment on est tous, éligibles à être dupes du mensonge des autres. Et c'est toujours une surprise. Alors, il est possible, y compris dans cette histoire-là, qu'au bout d'un moment, tout le monde dit « on se doutait bien de quelque chose ». Mais pourquoi on s'en est pas douté plus tôt ? Et là, alors lui, là où il a une bonne panoplie de menteurs et les bons outils psychologiques de menteurs, il a devancé le dévoilement et il a annoncé par lui-même, ce qui fait qu'il en est quand même mieux. Je préfère ça à une tentative de suicide ou à un meurtre. Non, mais c'est sûr, mais après, on se dit, c'était déjà pas mal quand même de mentir sur le fait que c'était pas lui qui composait. Qu'est-ce qu'il a eu besoin de dire qu'il était sourd en plus ? Parce que tout d'un coup, c'est là que ça va attirer tout le monde. Et puis, il va y avoir une filiation évidente avec Beethoven, on l'appelle... C'est une stratégie de business, quoi. C'est quand même pas joli. Exactement. Je voudrais vous poser une question. Ouais.
est-ce qu'aujourd'hui, on reconnaît à son attaché le même talent? Est-ce qu'aujourd'hui... On reconnaît à son attaché le même talent qu'on lui avait reconnu? Bien sûr que non. Eh oui. Et voilà. Bien sûr que non. J'allais dire, il n'a pas eu de carrière non plus. Alors, en plus de ça, c'est fréquent cette histoire avec ce qu'on appelle je dirais, il y a un grand compositeur de musique de film super connu qui fait bosser 50 lascars pour lui et qui signe tout. Tout le monde le sait. Enfin, tous les gens de la musique le savent, quoi. C'est comme ça. Et puis maintenant, il a un tel nom et il a une telle aura que les gens y vont. Et sauf que vous avez 50 lascars qui bossent pour lui et qui jamais ne vont signer. Et alors ça, c'est le plus gros, mais vous en avez plein d'autres, enfin, dans ce métier-là. Bon, eh ben, ça va être sympa pour la transition. Parce qu'on va parler d'enfants. Après les meurtres, on va s'intéresser à nos tout premiers mensonges, ceux qu'on raconte quand on est enfant. Alors, à quel âge est-ce qu'on commence à mentir? Et surtout, à quel âge est-ce qu'on prend vraiment conscience qu'on est en train de mentir? Stan, vous avez fait une petite expérience pour nous, évidemment, en tant que reporter de guerre. Alors, Agathe, c'est marrant, comme vous me le disiez hors émission, vous détestez les enfants parce que ce sont d'ignobles menteurs. Vous en souvenez? Ah oui, oui, très bien. sûr. Je dis ça régulièrement, dans les Exactement. maternelles aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, pour étayer votre propos, vous m'avez envoyé cette vidéo. Regardez. T'as mangé du chocolat? Non. T'es sûr? Oui. Pourquoi? T'es sûr que t'as pas mangé un tout petit, juste au moins un tout petit peu de chocolat? Non. Pas du tout, du tout? Pas du tout. Pourquoi tu me poses cette question? Peut-être parce que tu as du chocolat partout. Et c'est vrai que vous avez raison, Agathe. Du coup, les enfants mentent comme des arracheurs de dents pour obtenir ce qu'ils veulent. Vous pouvez débriefer en disant que tout ce que vous venez de dire est faux, espèce de menteur. Bien sûr que c'est faux, évidemment. C'est une légende, c'est comme Dorothée. On disait qu'elle aimait pas les enfants, alors qu'elle adore les enfants. Agathe, c'est pareil. Bref, Moi je aussi, j'ai m'égare. mangé du chocolat. Et pour ceux qui l'auraient oublié, je vais vous rafraîchir la mémoire avec un extrait des Petits Détectives, un format court diffusé sur France 2 il y a quelques années, et dans lequel des enfants étaient soumis à un faux détecteur de mensonges par l'inspecteur Benoît et la fée de la vérité. Regardez. Est-ce que tu sais ce que c'est cette machine-là? Non. Ça s'appelle un détecteur de mensonges. Mon ami la fée de la vérité va te mettre un casque. En fait, à chaque fois que tu vas dire quelque chose, si tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, il sonne. Est-ce que tu promets de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Non. Est-ce que toi, t'as déjà arraché une fleur? Non. On le dit à personne, mais t'as déjà arraché une fleur. Est-ce que tu fais des bêtises un petit peu? Un tout petit peu. Tout petit peu. Bon, est-ce que tu aimes ta maîtresse? Un tout petit peu. Est-ce que tu aimes bien aller à l'école? Oui. Et paf, mensonge, voilà, tac, direct, paf, voilà, les deux pieds dedans. Alors, est-ce que tu aimes bien aller à l'école? Non. Comment ça se fait que tu parles en anglais? Je fais des cours d'anglais. Tu sais dire bonjour, je m'appelle Paul? Hello, je m'appelle Paul. Je m'appelle, c'est sûr que c'est de l'anglais? Oui. Ah, tu vois, c'est pas de l'anglais. Est-ce que t'as un amoureux? Non, T'as un amoureux? Oui. À quoi ça sert une amoureuse? Bah, ça sert... À faire des bébés? Oui. Tu voudrais faire des petits garçons, des petites filles ou des petits singes? Des garçons. Des filles. Alors des singes. Alors tu fais des bébés avec ton amoureuse? Oui, j'en ai qu'un. Ah, t'as un bébé? Comment il s'appelle? Bah, Gabriel, il crie partout. Moi, j'ai dit d'arrêter et il veut pas se coucher. Il veut boire de l'eau. Faire pipi. Et vos parents, est-ce qu'ils sont gentils? Oui. Ouh là, un doublé. Qu'est-ce qu'ils font comme bêtises, papa et maman? Parfois, ils se discutent. Ils se discutent? Oui. Est-ce que tu dis des gros mots, par exemple? Non. Même pas. Et toi, est-ce que tu dis des gros mots parfois? Non. Des fois. Quoi, par exemple? Connasse. Pas mal. Et toi, parfois, tu dis des gros mots? Non, je dis punaise, C'est quoi le pire des gros mots? c'est ta gueule. Ah, c'est pas mal. Ah oui, ta gueule, maman a dit ça. Ah, elle dit ça à qui? Bah, au monsieur comme la voiture. Et elle dit quoi encore? Bah, il dit je vais t'arracher les yeux, tête du cul.
Ah oui. Ça lâche pas. Trop bon. Non, Non, mais elle est trop mignonne. On peut les adopter, Guillemette. hein. Ah bah oui, ils sont adoptables. Hein. Moi, je prends la petite fille. Ah oui. Chers amis spécialistes du mensonge, à quel âge on commence à mentir et à quel âge on a-t-on conscience? Alors c'est la théorie de l'esprit, je vais être clair. Ça veut dire que quand l'enfant arrive à comprendre que l'autre ne lit pas dans ses pensées, et là il y a une espèce de jubilation, parce que l'enfant tout d'un coup prend la maîtrise du monde et il se rend compte qu'il peut induire en erreur. Mais on va regarder les choses telles qu'elles sont. Le Père Noël. Croire à la fable du Père Noël, et si tu crois bien à la fable du Père Noël, tu as un cadeau. La fée des dents, la petite souris des dents. Tu crois à la petite souris des dents, tu auras un petit sou, mais on montre comme ça, avec des tas d'autres histoires, on va enseigner à l'enfant qu'il doit adhérer aux mensonges des adultes, sans les discuter. Le Père Noël, il sait tout, tu ne peux pas lui mentir. Et on va terroriser l'enfant avec l'idée qu'il n'a pas le droit de mentir ou qu'on sait lire dans sa tête. Non, ce qui va rassurer un enfant, c'est de se rendre compte qu'on ne peut pas lire dans ses pensées, et tout d'un coup, là, il y a quelque chose qui s'apaise, il est tranquille, parce qu'il a son petit monde à lui, il va pouvoir imaginer. Voilà. Et ce qui est terrible, c'est qu'on dit aux enfants, là, plusieurs fois ça a sonné, à un moment donné, alors vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il a dit « les pauvres ». Voilà. On leur dit surtout qu'eux, ils n'ont pas le droit de mentir, parce qu'on le verra tout de suite. Et Dieu soit loué, enfin je cite dans le livre une petite histoire d'un camarade que j'avais eu quand j'étais étudiant, et qui m'avait dit cette phrase. Il était terrorisé par les histoires de diable. Il dit « Maman, est-ce que c'est vrai que le diable existe ?» Et elle lui dit « Non, sauf pour les petits garçons qui ne disent pas tout à leur maman. » C'est catastrophique, Ouais, ça, c'est anxiogène, voilà. Et donc, faut laisser les enfants jubiler du mensonge et en même temps leur apprendre à sortir du mensonge. Et le mieux dans une existence, laissez les enfants mentir s'ils ont envie de mentir, mais aidez-les à comprendre comment sortir du mensonge s'ils sentent que c'est toxique. Et je dirais même plus que ça, le mensonge, ça peut être bénéfique pour la construction du langage, pour l'apprentissage des enfants. Alors, c'est pas moi qui l'ai découvert tout seul, hein, je suis bien trop bête pour ça. C'est l'avis du débonnaire Daniel Marcelli, pédopsychiatre. On regarde. Je vous présente Daniel Marcelli, pédopsychiatre, à qui j'ai posé cette question. Est-ce que le mensonge, c'est dangereux pour nos enfants? Je dirais que le mensonge chez l'enfant est pour l'enfant une découverte de la puissance du langage et qui lui donne une relative liberté. Et que le mensonge n'est pas nécessairement une faute, mais c'est effectivement quelque chose qui va lui permettre progressivement de faire la part entre ce qu'on peut communiquer aux autres, qu'on ne peut pas communiquer aux autres, quand on a besoin de se protéger soi-même, en ne disant pas toujours ce qu'on a fait, ce qui est quand même une liberté fondamentale et essentielle. Le mensonge est donc une construction du langage qui permet à l'enfant de s'affirmer et de se protéger face au monde extérieur. Mais le mensonge lui permet aussi de développer son imagination. C'est ce qu'on appelle la fabulation, qu'on a tous plus ou moins connue étant petits. Il y a aussi les enfants, par exemple, qui s'imaginent une famille imaginaire ou qui ont un compagnon imaginaire. Alors, on pourrait dire que c'est la suite de ce fameux doudou, de ce nanin, auquel l'enfant s'adresse parfois comme s'il était un personnage réel. Mais c'est grave, docteur? Non, puisque je pense que parfois même, je dirais que pour un enfant, n'avoir aucun imaginaire peut être aussi relativement grave. Justement, développer ce monde imaginaire qui est un peu aussi le monde de la créativité, le monde de la poésie, de l'émotion. Super, eh bien merci Daniel d'avoir participé à cette interview. J'aime bien France Inter, c'est la radio que j'écoute. C'est pour France 2, hein. Ah, c'est pour France 2. On va voir ma bobine, là. Mais je suis pas maquillée. On vous mettra un petit filtre. Qu'est-ce que vous voulez? On trouvera une solution. moustache. Une moustache. Une moumoute. C'est noté, Daniel, on fera ça. Merci Stan, il est persuadé formidable. qu'il était dans Grand Bien vous fasse. Exactement. Il est formidable, Il est ce formidable. Daniel Marcelli. Hein. Alors Christophe, parmi les 10 commandements, on se souvient de « tu ne mentiras point ». Et on éduque les enfants dans l'idée que mentir, c'est mal. Quand un enfant ment, il vaut mieux lui dire « tu n'as pas dit la vérité » plutôt que « c'est très mal de mentir ». Oui, avec les enfants en général, on a toujours intérêt à décrire les situations plutôt qu'à les étiqueter, à les juger moralement. C'est mieux de dire, écoute, je suis ennuyé, j'ai l'impression que tu ne me dis pas la vérité, plutôt que de l'accuser instantanément. L'autre chose aussi qui est importante, c'est à un moment donné de chercher pourquoi il a menti. Est-ce qu'il y a quelque chose qui faisait qu'il n'osait pas dire la vérité? Est-ce qu'il était angoissé? Est-ce qu'il se sentait infériorisé? Voilà, mais l'idée, effectivement, c'est pas d'étiqueter le mensonge.
d'une manière morale. Parce qu'une fois de plus, le problème avec le mensonge, c'est pas de l'opposer à la vérité, c'est de montrer qu'il détruit la confiance. Et quand l'enfant comprend ça, il arrive bien à voir comment naviguer dans cette petite nécessité de certains mensonges et puis à d'autres moments de comprendre que des mensonges sont très destructeurs et que cela, il faut les éviter. Patrick, il y a des mensonges qui sont utiles quand même avec les enfants. On a tous vécu, on est en voiture. Maman, on est bientôt arrivé. Là, on voit passer Bordeaux, 560 km. Et on dit, oui, on est arrivé très très bientôt. Dans ces cas-là, on a le droit de les endormir quand même. On a le droit de mentir. On a tous dit à quel point leur dessin était beau. Mais oui, oui, ça je oh, le fais quelle toute la jolie journée. maison. Non, c'est un âne, maman. Ah, mince. Bon. Mais vous les encouragez. Mais moi, je suis pour qu'on encourage les gens. C'est-à-dire qu'on va les aider à progresser. Voilà, l'enfant, on peut l'aider dans son... Est-ce qu'on est à Bordeaux ou pas, etc. Progresser dans la patience, progresser dans le dessin. Et j'allais dire, si faire un compliment, c'est encourager et aider quelqu'un à l'élever vers un certain nombre de vertus, dont la sincérité et dont la confiance. Voilà, dans ces cas-là, l'usage que vous avez fait du verbe pour enjoliver la réalité, eh bien, il est sain. Voilà. Ça me rassure énormément, moi qui mitonne à mes enfants en permanence. Christophe, quelle est la différence entre un mensonge nuisible et tous les petits arrangements avec la réalité que l'on se raconte, que l'on raconte pour embellir la vie ? La frontière est poreuse en réalité, parce qu'évidemment, le mensonge nuisible serait le mensonge qui fait du mal à autrui de manière un peu intentionnelle, mais tous ces petits arrangements peuvent aussi faire du mal à autrui. Si vous prenez l'exemple des réseaux sociaux, où la plupart d'entre nous avons tendance à nous présenter de façon un peu avantageuse. On met rarement sur les réseaux sociaux nos échecs, les photos de nous où on est complètement pas du tout attirant. On met rarement les séances de vacances ratées, etc. Donc, ce sont des petits mensonges. Et on sait que ces réseaux sociaux déglinguent l'estime de soi des gens qui les consomment trop parce qu'ils ne voient que des vies réussies, que des personnes parfaites, avec beaucoup d'amis qui sont toujours en vacances dans les endroits agréables. Donc, vous voyez, petit mensonge, mais finalement, petite toxicité répétée. Bon alors Patrick, dans votre livre, vous parlez de la galéjade, cette forme mineure du mensonge qui nous aide à embellir la réalité. On est allé dans la rue pour vous demander, à vous, quels sont les petits mensonges du quotidien que vous aimez bien utiliser, ceux qui vous font du bien. C'est un sujet de Marie-Trey Stéphanie. Alors dites-moi, est-ce que dans la vie vous êtes amené à faire des petits mensonges, mais des mensonges qui font du bien? Mais clairement. Obligé. Je suis obligé. Bien sûr. Non, pour moi, c'est honteux. De temps en temps, c'est vrai. Je dis pas toujours la vérité pour pas vexer la personne en face, par exemple. Vous avez des exemples de mensonges du quotidien? Une fois, quand t'as fait la cuisine, je lui dis c'est bon et tout, je suis pas très fan. N'importe quoi. N'importe quoi. Ce que je fais, c'est super bon. Il y a quelqu'un qui m'a invité à dîner et effectivement, elle a fait des patates douces. Ça fait 12 ans qu'on se connaît et ça fait 12 ans que je déteste les patates douces. Et donc, j'ai évité d'en manger et puis à la fin, j'ai dit c'était très bon. Voilà. Je mentais beaucoup à mes profs. Je disais que j'avais pas le temps de faire mes devoirs. Dans le monde du travail, par exemple, quand quelqu'un se sent pas compétent, je vais pas lui dire oui, t'es nul. Non, je dis jamais ça. Je dirais mais pas du tout, t'as plein de qualités, il y a plein de choses. Peut-être que ton poste n'est pas exactement fait pour toi. Quelqu'un qui m'invite, par exemple, quelqu'un s'extasie sur la décoration de la maison. Et si moi je trouve ça horrible, je le dis pas. Ou alors je dis c'est très joli, c'est un petit mensonge, ça fatigue. Ouais, j'appelle ça les petits mensonges blancs. En anglais on dit white lies. Et donc effectivement ça existe et je pense que ça peut faire du bien. Le mensonge aussi, on peut le voir, c'est quelque chose qui peut être positif, juste pour pas vexer l'autre, pour pas lui faire de la peine. Ouais, totalement. J'essaie de pas mentir, mais effectivement pour pas blesser les gens, on est de temps en temps obligé de légèrement faire des petits mensonges gentils. Vous faites des petits mensonges pour pas peiner la personne. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est vrai que en fait ça les protège. Exactement, c'est ça. Ouais, tu les protèges. J'ai bien travaillé, je vais donc en profiter un peu. Et comme le mensonge, ça a du bon, je passe un coup de fil à l'un de nos rédac-chefs. Oui, ça va Nico? Ça va toi? Ouais, là on galère un peu pour trouver des témoins, donc je pense qu'il faut que je reste un peu plus longtemps. D'accord. Je vais essayer de me dépêcher. Ok. Merci beaucoup Marie. Et vous Agathe, le dernier petit mensonge Moi, je mens essentiellement à mes enfants. Je leur dis que je dois travailler, je m'enferme dans le bureau et en fait, je regarde des replays de séries. Je vous jure que c'est vrai. C'est pathétique, j'en ai conscience. Mais je veux qu'ils aient une bonne image de moi et que, en fait, si je m'isole d'eux, c'est uniquement pour le travail, pas pour le plaisir. Est-ce que vous savez quel est le mensonge le plus commun
Voilà, de tous les jours, du quotidien. L'âge, peut-être? L'âge qu'on Quand donne? vous me regardez, quand C'est vous dites- par rapport à l'horaire, non? C'est-à-dire, mais oui, je suis dans le métro, j'arrive, alors qu'on est encore sous la douche. Ouais, c'est ça. Vous êtes une spécialiste, Guillemette. Oui, c'est pour ça, peut-être. C'est ça? Non, c'est moins construit que ça. C'est tout simplement, pas de problème, tout va bien. Ça va? Pas de problème, tout va bien. Ah, Et toi, la sinon, ça réponse va? au ça va. Ouais, c'est ça. Alors, à votre avis, pourquoi? Je vous pose la question, Christophe, Patrick. Ben, moi, c'est parce qu'on ne veut pas encombrer l'autre avec ses ennuis. On ne veut pas le mettre mal à l'aise. Oui. On ne veut pas le mettre mal à l'aise. Absolument. C'est la politesse. Voilà. Écoute, j'ai des soucis, mais bon, on ne va pas les étaler là. Je vais me débrouiller avec. Et puis, on va profiter du moment où on est ensemble pour passer un bon moment. Voilà. Ouais. Et je ne vais pas t'intoxiquer avec tous mes soucis. Et tant mieux, vous imaginez au boulot tous les matins si on devait faire le tour des doléances Moi, des j'aime uns des bien autres. vous raconter mes petits problèmes. Non, Alors vous n'avez que- pas remarqué que j'aime bien me plaindre? Non, mais il y a toujours de l'humour. Un peu. Non, mais ça allège. non, mais, J'adoucis. non, mais ça allège les choses. Si c'est vrai, au bureau, vous rencontrez quelqu'un qui vous raconte sa dépression, sa séparation. Le gars qui s'engouffre, ça va? Non, écoute, justement, puisque tu me poses la question, ça va pas. Alors, s'il y a un art qui a glorifié les plus grands menteurs, c'est évidemment le cinéma. Il y a même des films qui ont fait du mensonge le thème principal de leur scénario. On en parle avec qui? Avec Guillemette Odissino, évidemment, enfin. Et oui, Agathe. Parce que le cinéma, c'est quoi finalement? C'est le mensonge. Le mensonge, c'est prendre du réel, le transformer en fiction. C'est vraiment la magie absolue de transformer comme ça, mais avec beaucoup de sincérité, d'ailleurs souvent. Et évidemment, beaucoup de films usent du mensonge, à la fois comme ressort dramatique et comme ressort comique. Et sur ce thème, on a une question pour vous, Guillemette. Bonjour Guillemette, je me trompe ou il y a un film avec Jim Carrey qui repose sur un monde entièrement mensonger? Mais non, jeune homme, vous ne vous trompez pas. Et je ne vais pas vous mentir, c'est The Truman Show, évidemment, de Peter Weir, avec un Jim Carrey absolument génial. Alors, ce film fascinant raconte l'histoire de Truman Burbank. Alors, il est heureux, Truman, hein? Il est heureux dans son petit pavillon d'une petite station balnéaire idéale. Sa vie ressemble un peu à un sitcom ou à une pub, avec sa femme et ses amis qui sourient tout le temps, d'un sourire d'ailleurs un petit peu mécanique. Bon, est-ce que finalement ce bonheur serait un leurre, Agathe? D'autant... Oh, il l'est, oui, il l'est. D'autant que Truman, c'est étrange, se sent de plus en plus observé. Alors vraiment, bon, je peux pas vous dire comment le film continue, si vous ne l'avez pas déjà vu, mais c'est un film à la fois extrêmement divertissant et extrêmement profond, avec, alors, je vous donne une petite piste, et si la vie, ce n'était qu'un dispositif, ce n'était qu'un décor qui cache beaucoup d'autres vérités. À la sortie de ce film, vous allez vous mettre à réfléchir, ça va bien bouillonner à l'intérieur, parce que vous vous sentez libre. Mais est-ce tout à fait vrai? Agathe, je voulais vous dire que ce n'est pas la vraie vie ici. Non, bel et bien, mais comment ça se fait qu'on dort ensemble alors après toutes les émissions? Bon non, je plaisante bien entendu. Alors on a une deuxième question pour vous, Guillemette. Alors j'ai un vague souvenir d'une comédie américaine où il y a un mensonge dans le titre. Vous pouvez m'aider? Mais oui, je peux vous aider. Alors, le titre, il nous échappe parce que le titre anglais n'a jamais été traduit en France. C'est The Invention of Lying, donc l'invention du mensonge. Et en plus, alors je ne sais pas pourquoi cette comédie délicieuse est passée inaperçue, alors qu'elle est bien meilleure que plein d'autres comédies qui, elles, sont très perçues. Oui. Et alors, elle est co-réalisée, cette comédie, par le génial comique britannique Ricky Gervais. Ah, je l'adore. Mais oui, il a créé la série hilarante The Office, avant qu'elle soit d'ailleurs, après qu'elle ait droit à un remake américain. Alors, pour ce film, Ricky Gervais a une idée de génie. Il a imaginé un monde où les hommes sont incapables de mentir. Les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes, l'humanité. L'humanité est incapable de mentir. Alors, ça donne des exemples. Par exemple, vous avez un monsieur qui rentre dans un restaurant avec une jeune femme. Et le serveur lui dit « Ah non, attendez, elle est beaucoup trop jeune pour vous et beaucoup trop belle pour vous, elle est beaucoup trop bien pour vous. » C'est aussi un monde où, par exemple, les maisons de retraite, dans le film, ça s'appelle « Un triste endroit pour les vieux qui n'ont plus de maison ». Vous voyez, on est dans la franchise la plus totale. Dans le milieu du travail, c'est pareil. Et alors, justement, Ricky Gervais, donc son personnage qui s'appelle Bellison, il bosse dans le milieu du cinéma. Mais là encore...
Dans le milieu du cinéma de ce film-là, par définition, la fiction n'existe pas, puisque la fiction, c'est du mensonge. Donc, il ne fait que des films qui racontent le réel. C'est tout de suite nettement moins marrant. Sauf qu'un jour, parce qu'il a son compte en banque légèrement à sec, mais qu'est-ce qui lui prend à Bellison? Il ment. Il ment. Et justement, vu que ce monde est basé sur la confiance, eh ben, tout le monde le croit. Ah, c'est bien, ça donne envie. Alors, point de suspension. Bon, donc en gros, ce film, c'est vraiment un délice. Mais si le mensonge, effectivement, embellissait un petit peu la vie, alors vraiment, jetez-vous sur cette comédie, parce que elle est bel et bien philosophique aussi, derrière son idée épatante de départ. Ah, voilà, et à chaque fois, vous embellissez nos week-ends. C'est vrai. Oh, mais Agathe. Truman Show, The Invention of Lying, je l'ai noté. Et vous êtes sûre? Parce que maintenant, moi, dans cette émission, je ne crois plus rien de ça. Ouais, c'est ça, c'était peut-être un petit mytho, en fait. J'ai pas du tout regardé ça. Merci beaucoup, Guillemette. Patrick Clairvoy, vous imaginez une société où tout le monde se dirait la vérité, un peu comme dans le film L'invention du mensonge. Vous imaginez une société pareille? Elle sera invivable. Alors, pour le psychiatre que je suis, il y a une chose qui est claire. Il y a des pathologies, notamment certaines formes de paranoïa, où les gens ne supportent pas qu'on leur mente, qu'on leur ait menti, et le mensonge, et ils partent en guerre contre tous les mensonges. Ils s'épuisent, ils sont malheureux, ils n'arrivent pas à s'insérer dans le tissu social. Voilà. Maintenant, ne pas pouvoir mentir, c'est un drame. Mais c'est pire encore quand on vous empêche d'essayer de sortir du mensonge et d'établir une vérité. D'où l'idée, même si c'est coûteux psychiquement, si ça prend du temps, essayez toujours d'être le plus proche possible de la vérité, de la réalité des choses. Et c'est comme ça qu'il y a le moins de tension et que les relations entre les gens sont parfois les plus fluides et les plus simples. Voilà. En tout cas, on est bien d'accord que c'est pas un mensonge qui mérite d'aller à confesse, n'est-ce pas, Stan? Quelle jolie transition. Oui, transition. Petite question, quel est l'endroit où le mensonge règne en maître? Vous allez me dire le cabinet du professeur Raoult. Eh bien non, je parle du confessionnal. Alors, je ne parle pas du confessionnal de la télé-réalité, qu'on connaît tous, mais de l'ancêtre du divan de Christophe André, cette cabine en acajou qu'on va voir où les brebis égarées vont expier leurs péchés devant Dieu. Car oui, avant d'aller se confesser sur les plateaux télé ou sur les réseaux sociaux, que faisaient les pécheurs? Eh bien, ils allaient à l'église, à confesse. Et je peux vous dire que les curés, ils en entendent des belles, dont certaines que vous retrouverez dans cet ouvrage, qui a été écrit par Vincent Mongaillard. 40 prêtres ont accepté de témoigner. Alors, j'ai fait une petite sélection de ce qu'on peut lire dans ce bouquin. Regardez, ça va apparaître. Alors, par exemple, le père Éric nous raconte qu'une personne m'a avoué avoir planqué quelques trucs avant que ses parents ne meurent pour que ce ne soit pas comptabilisé dans le partage lors de l'héritage. Ce genre de petit larcin est fréquent. Mais mon préféré arrive, c'est le prochain. Et ça, c'est le père Cédric qui nous le raconte. J'ai vécu, jeune prêtre, une drôle de confession. C'était l'une de mes premières expériences. Un couple d'une 50aine d'années patientait devant le confessionnal. Je commence par madame. Elle me confesse tromper son mari avec un homme, un ami du couple. Puis, c'est au tour du monsieur d'avouer qu'il trompe sa femme avec un homme, un ami du couple. En fait, j'ai compris au détour d'une phrase que c'était le même gars. Monsieur se tapait l'amant de sa femme. Ça n'a pas été facile pour moi de me retenir d'éclater de rire. Voilà. Donc, si vous en voulez plus, tout est dans ce bouquin. Et tout ça, ça m'a donné envie d'aller confesser nos mensonges à un homme de foi. Alors, allons-nous obtenir l'absolution pour nos péchés? Dieu sera-t-il miséricordieux, même avec André la Luxure? C'est ce qu'on va voir, regarder. Ouais, André la Luxure. Et pour parler mensonges, nous avons rendez-vous en l'église Notre-Dame de Compassion, une chapelle nichée au-dessus du périphérique, avec le père Christian, 15 ans dans la société civile, à travailler dans la communication avant de rentrer dans les ordres. Un bon pénitent doit aller à confesse tous les combien, à quelle fréquence? Un bon pénitent ne fait pas trop de péchés. Non, une fois par an, c'est bien. On vérifie une fois par an qu'on est capable de demander pardon. Quelle est la place du mensonge dans la confession? Tous les péchés se ramènent à finalement ce péché principal qui est le cœur, qui est le mensonge. Par exemple, c'est ce que je dis d'ailleurs dans la préparation au mariage. Je dis le vrai problème de l'infidélité, c'est que pour pouvoir être infidèle, vous êtes forcé de mentir parce qu'on ne peut pas pécher sans mentir. Quels sont les mensonges les plus fréquents que vous entendez? C'est tout ce qui est de l'ordre de l'intimité, de la vie personnelle, de la vie sexuelle, mais la gamme est infinie. Il y a toujours de l'inédit. Il y a une inventivité humaine en la matière qui est inépuisable. Les notions de base balayées, rentrons dans le vif du sujet avec les 4 piliers du mensonge. Dans la religion catholique, nous mentons en pensée, en parole, par action ou par omission. Attardons-nous sur le mensonge par omission.
C'est un péché extrêmement fréquent. Il y a même des omissions qui sont nécessaires lorsque la personne n'a pas à savoir quelque chose qui lui ferait du mal. Alors comment on fait l'arbitrage? Ça s'appelle le discernement. Si une amie arrive avec, de façon très prosaïque avec une nouvelle coupe de cheveux et que c'est totalement raté, eh bien la charité impose de ne pas lui dire. Abordons maintenant le douloureux sujet du mensonge en pensée. En quoi cela consiste? On peut pécher en pensée, on peut pécher surtout en imaginaire. Imaginez que vous pensiez à une autre femme ou que la vôtre. J'ai quelqu'un en tête. Bon. Là, je suis dans le péché. Non, tout dépend de la façon dont vous y pensez et du temps que vous y passez. Comment on fait pour écouter sans jamais juger? On ne vaut pas mieux que les autres. Bah, du coup, je vous demande, mon père, est-ce que ça vous arrive de mentir? Qui ne ment pas? Pourquoi les gens viennent à confesse? Que viennent-ils rechercher? La paix intérieure. Si nous n'aimons pas le mensonge, c'est... C'est comme une petite bestiole à l'intérieur de nous qui vient nous tarauder. C'est de la mauvaise conscience. Il y a un regret parce qu'on n'a pas été soi-même. On veut pouvoir repartir à frais nouveaux. Normalement, on ressort d'une confession avec la banane. Mon père, mon péché, je vous le confesse, c'est que l'autre jour, je regardais des vidéos de la présentatrice Agathe Le Caron, que je trouve extraordinaire. Ma copine m'a pris en flagrant délit et j'ai menti en prétextant que je travaillais, alors que la vérité, c'est que je crois avoir un désir pour elle. C'est un péché? Pour votre pénitence, vous m'enverrez les vidéos. Bravo. Oh, fantastique. On embrasse le père Christian. Ah ouais, il est fantastique. À qui j'enverrai donc les vidéos. Alors, Christophe, vous, le saint de la méditation et de la sagesse, est-ce que ça vous arrive d'aller à confesse? Et si oui, pourquoi, Christophe? Non, je ne vais jamais à confesse, mais je devrais y aller parce qu'il m'arrive de mentir comme tout le monde. Mais en réalité, moi, je mens assez peu, pas par vertu, mais par inconfort. Je suis comme Joseph Delteil, l'écrivain. Je trouve que c'est trop compliqué, que ça met mal à l'aise. J'ai une culpabilité gigantesque. Donc, aucun mérite. Ce sont mes émotions qui me protègent. Quelles sont les vertus thérapeutiques du confessionnal? De toute façon, la mise en mots de ce qui nous tourmente, quand quelque chose me tracasse, me préoccupe, le fait de mettre des mots, de l'organiser en récit et de transmettre ce récit soit sur du papier, soit à quelqu'un, a un effet pacificateur très très fort. Après, là, dans le confessionnal, il se passe autre chose, c'est qu'on reçoit quelque chose de la part du curé qui s'appelle l'absolution et qui donc nous blanchit. Péché. Alors, on a un petit boulot à faire, il faut réciter des prières, etc. Donc, il y a la fonction psychologique et puis la fonction théologique. Et il y avait une notion qui était intéressante qu'évoquait le père Christian, c'est qu'il disait que le mensonge en soi, il n'y a pas de mauvais ou de bon mensonge. En fait, tout est dans le discernement. En fait, on peut mentir, mais si on le fait avec discernement pour ne pas blesser l'autre, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un péché, du moins. Oui, et ça, c'est une très vieille tradition chez les catholiques, mais dans beaucoup d'autres religions aussi. C'est l'histoire de l'erreur est humaine. Errare humanum est, ok, perseverare diabolicum. Et c'est pareil pour le mensonge. Persévérer diabolique. Voilà. L'erreur est humaine, mais c'est persévérer qui est mal, quoi. Voilà. Et c'est pareil pour le mensonge. Mendatium humanum est, le mensonge est humain. Perseverare diabolicum. La répétition du mensonge, ce dont parlait Patrick tout à l'heure, les gens qui s'emprisonnent dans leur mensonge et qui voient bien qu'à un moment donné... Alium Rebellum, vous vouliez dire quelque chose? Patrick Clairvoy. Oui, alors la confession, j'allais dire, c'est la personne qui se confesse très probablement découvre par la confession qu'elle a le pouvoir de dire la vérité. Et elle est soulagée parce qu'elle a maintenant les mots qui lui permettent de sortir de son mensonge et de dire la vérité. Voilà un peu comment je dirais les choses. Maintenant, le discernement. Enfin, il y a des situations, et j'en montre quelques-unes dans le livre, il y a des situations où les gens discernent très très bien qu'on ment, qu'on leur ment, et veulent qu'on y reste. Et c'est là que ça devient inquiétant. Et quand vous avez notamment, on le voit avec l'amplification d'Internet et des réseaux sociaux, vous avez des situations où tout le monde dit « mais c'est énorme », et ça passe, et on le laisse. Et vous avez Facebook, Twitter, qui laissent défiler, et il a fallu, enfin c'est ce qu'on a vu avec le règne de Trump, il a fallu beaucoup de temps avant que tout d'un coup, les réseaux sociaux disent « mais non, on arrête d'être le porte-voix de ces mensonges ». Il a fallu du temps. C'est ça qui est inquiétant. Il y a les secrets de famille aussi, enfin, donc les mensonges de famille aussi, souvent qui arrangent tout le monde. Et où celui qui a envie de dire la vérité, on lui dit « écoute, on a aussi beaucoup d'exemples ces temps-ci ». Oui, oui, absolument. Mais les secrets de famille, je vais dire quelque chose qui est un peu ambivalent. Je vous prie d'excuser, mais des fois, les secrets de famille, il vaut mieux que ça reste secret parce que ça peut être catastrophique pour la famille.
Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a toujours une victime. Et qu'on va demander à cette victime de se taire ou de ne pas dire, de ne pas accéder à la vérité pour la satisfaction des autres. Et c'est ce système-là que j'ai voulu un peu explorer dans le livre, qui est comment tout d'un coup des forces se coalisent pour empêcher que le secret de famille puisse sortir. Et nous, psychothérapeutes, notre travail, c'est d'aider la personne à émerger et à laisser émerger une vérité par rapport à tout ça. Merci Patrick Lervoy d'être venu dans Bel et Bien. Votre livre « Vérité ou mensonge » vient de paraître chez Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Patrick Lervoy. Maintenant, faites bien attention à ce que vous allez dire parce qu'on va accueillir un véritable spécialiste de la détection du mensonge. Il s'appelle Marwan Méry. Bienvenue sur le plateau de Bel et Bien. Vous êtes négociateur professionnel, dirigeant d'ADN Group et vous avez notamment travaillé chez Air France, Danone et Red Bull. Et vous avez même mené plusieurs négociations sociales assez tendues. Et vous êtes devenu un spécialiste de la détection du mensonge par l'observation des mouvements imperceptibles du visage. Et vous avez publié, entre autres, Vous mentez aux éditions Erol, où vous prolongez d'une certaine façon les travaux du célèbre psychologue américain Paul Ekman. J'ai une première question pour vous. Le mensonge est-il toujours visible ? Alors non, malheureusement, ce serait le monde idéal. Mais déjà, pour pouvoir détecter le mensonge, il faut qu'il y ait un enjeu. Sans enjeu, c'est impossible de détecter le mensonge. Je vous donne un exemple très simple. Si je devais vous dire que vous avez une belle chemise, même si effectivement elle est très belle, ce serait impossible pour vous de détecter le mensonge. Plus l'enjeu est important, plus notre corps est enclin à faire fuiter des indices de tromperie ou des indices émotionnels. Je peux vous raconter une petite anecdote. C'était passé il y a 10 ans, j'étais en soirée... C'était à Nantes. Et il y a un monsieur qui s'approche de moi, il a une 50aine d'années, donc j'étais plus jeune à l'époque, là j'ai 45 ans, donc je n'avais que 35 ans. Et il m'a dit, c'est vous la star en détection du mensonge, dites-moi, est-ce que hier j'ai mangé une pizza ? Bon, déjà, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt, et effectivement, et donc pour moi c'est virtuellement impossible parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Donc je vais lui répondre, je vais vous poser 3 questions. Si à l'issue de ces 3 questions, je suis capable de vous dire si vous avez mangé une pizza ou pas, d'accord, vous allez me donner 15 000 €. Si j'échoue, je vous donnerai 15 000 €. Donc il a souri et il est parti. Pourquoi ? Parce que son corps était enclin à le trahir. Voilà. Il faut de l'enjeu. Est-ce que ça se ressent, le mensonge ? Moi, parfois, quand quelqu'un me ment, je ressens dans mon plexus quelque chose de malaisant. Comment on peut interpréter ça ? Alors ça peut être de l'inconfort, effectivement. Tout dépend aussi de votre charge cognitive, votre capacité à processer l'information. Donc on est tous différents sur ce sujet-là. Il y a des gens qui sont très très à l'aise, mais il y a des gens qui disent parfaitement la vérité et pour autant ressentent aussi de l'anxiété. Ça c'est un sujet qui a été très largement abordé. C'est ce qu'on appelle l'erreur Othello. Si vous reprenez les travaux, l'œuvre de Shakespeare, vous savez, la peur d'être accusé à tort va produire chez vous des comportements comparables à des gens accusés à raison. Un principe de base, vous conduisez votre voiture, vous n'avez rien à vous reprocher, tout d'un coup vous entendez la police qui vous demande de vous stationner, et le simple fait d'être accusé à tort va provoquer chez vous des réponses neurophysiologiques ou bien simplement du stress qui va se manifester de manière... Ou un délit de fuite. Alors Christophe, est-ce qu'on peut identifier un circuit neuronal du mensonge ? Alors on peut voir un petit peu comment ça se passe, mais vous savez, quand on parle de circuit neuronal du mensonge, les gens imaginent qu'aujourd'hui on a des détecteurs de mensonges qui sont au point. Bon, ça ne marche pas, parce qu'en fait, vous savez, autrefois les détecteurs de mensonges servaient à détecter l'émotivité, et les gens les plus inquiets, les plus timides, les plus émotifs passaient pour coupables, et les vrais coupables, calmes, psychopathes, ça ne marchait pas. Pour autant, quand on se rappelle ce qu'est le mensonge, c'est l'intention délibérée de masquer la vérité ou de proposer une histoire fausse dans l'intention de tromper, on voit bien qu'il y a 2 efforts qu'on fait à ce moment-là. On a besoin de construire le mensonge, ce qui est plus coûteux pour le cerveau que simplement restituer la vérité. Donc il y a une mobilisation des zones situées à l'avant du cerveau, du cortex préfrontal, et puis il faut maîtriser ses émotions. Mentir, c'est coûteux émotionnellement, on a peur de se faire attraper. Et donc ça se passe
au niveau du cortex insulaire, dans le creux de ce pli. Voilà en gros ce qu'on peut dire, mais la chose essentielle, c'est qu'on ne peut pas voir en neuroimagerie si quelqu'un ment ou non, pas plus qu'on ne peut voir si une pensée est vraie ou fausse. C'est quelque chose de trop subtil. On va faire un petit test, si vous le voulez bien, avec nos chroniqueurs. Ils vont chacun à leur tour vous raconter une histoire personnelle. Vous nous dites si vous percevez qu'ils mitonnent ou pas. On démarre avec vous, Guillemette. Alors, c'était il y a 4 ou 5 ans. J'étais à l'anniversaire d'une copine dans un appartement parisien, lambda. Et en arrivant, je commençais à discuter de manière très agréable avec une jeune femme. Alors, elle avait une petite casquette de baseball, un délicieux accent américain. Et je pensais l'avoir croisée peut-être dans une fête précédente, mais bon. Et on commence vraiment à discuter. Elle me raconte qu'elle a emménagé à Paris. Et enfin, on se raconte nos vies. Et puis, mais vraiment, 3 quarts d'heure se passent. Et puis après, je me dis, bon, il faut quand même que j'aille discuter avec d'autres gens dans la fête. Donc je m'éloigne. À ce moment-là, quelqu'un me tape sur l'épaule. Une autre copine qui me dit, t'as vu, hein, elle est vraiment sympa, Nathalie Portman. Et là, je me suis dit, merde, je suis quand même critique de cinéma dans ma vie. Ça faisait 3 quarts d'heure que je discutais avec l'une des plus grandes stars actuelles et je ne l'avais pas reconnue, mais c'est vrai qu'elle est très sympa, Nathalie Portman. Ce qu'on se disait, vu qu'il n'y a aucun enjeu, c'est presque impossible. Maintenant, j'ai rencontré également Nathalie Portman, donc du coup, j'ai un cadre de référence qui est peut-être semblable au Si vous vôtre. êtes tous des potes de Nathalie Portman. Moi, j'ai couché. Non. Pour pouvoir le voir, il faudrait que je puisse la confronter. Et je vous poserai quelques questions qui vont du coup... Je vais imposer une charge cognitive à votre Moi, je ne donne pas insu. 15 000 balles. Hein. Non, mais du coup, quand je regarde, il n'y a pas forcément d'indice de tromperie. Mais par contre, pour pouvoir vraiment voir si elle ment ou pas, il faudrait que je connaisse sa baseline, son comportement de base, dans une situation dénuée de stress. Et tant que je ne l'ai pas, c'est très difficile de le dire. Mais là, effectivement, soit elle ment très bien, soit il n'y a pas de... Avec tous ces détails, il a quand même la casquette de baseball et tout. Mais justement, est-ce que plus on ment, plus on met des détails, donne de détails, plus on a tendance à mentir? Alors, vous avez les deux, en fait, effectivement. Tout dépend de la personne. Soit vous avez ce qu'on appelle une ellipse des détails, pour éviter, justement, par la suite, d'être confondu. Soit vous avez une surproduction de détails qui permet de noyer l'autre à son insu. Donc tout dépend, mais encore une fois, tout dépend de votre baseline, de votre comportement de base. Mais là, si je regarde son comportement, il n'y a pas d'indice de tromperie apparent, mais encore une fois, il n'y a pas d'enjeu pour elle non plus, ou bien elle ment très très bien. Donc je dirais qu'elle était plutôt... vous avez raison, parce que c'est une vraie histoire. Ah bon, oui, c'est vrai. Bon, super. Bravo. Alors entre Stan et André qui ment là, allez-y Stan, sortez-nous votre anecdote. Alors moi, j'étais jeune, j'étais amoureux. Et comme tout amoureux, quand on est jeune, on est un peu con. Je suis parti à New York. Ah bah c'est vrai, pardon. Je suis parti à New York pour suivre une fille qui s'appelait Marie-Sophie. Bon, voilà, on ne choisit pas. Sympa pour toutes les Marie-Sophie. J'avoue. Et voilà, et un soir, on était un peu bourrés, donc on était à New York, et on s'est dit, viens, on essaye d'immortaliser ce moment. Et en fait, on avait un petit truc entre nous, enfin, vous savez, c'est les délires d'amoureux, c'est ridicule. Ouais. Mais elle s'appelle Marie-Sophie, moi Stan, ça faisait SMS. Et en fait, du coup, on a mis nos initiales et on se les est tatoués chacun sur la fesse gauche. Voilà, dans un tatoueur de New York. Moi j'ai une réponse là, hein. Je crois savoir que... Bah, allez-y, allez. Non, mais on va laisser Marois répondre. Alors, encore une fois, c'est difficile, il n'y a pas d'enjeu. Maintenant, ce que je dirais, j'ai écouté l'émission quand j'étais dans la loge. Les coulisses. Voilà, dans les coulisses. Il y a un petit écart dans la baseline sur notamment la latence, donc la réponse. Et il faisait un peu plus d'erreurs de ponctuation que ce qu'il faisait d'habitude. Donc, même s'il n'y a pas d'enjeu, je dirais que oui, il y a un tout petit peu d'indice de tromperie. Donc si je dois émettre un avis, je dirais plutôt qu'il ment. Alors, Stan ? J'ai menti, je le confesse. Moi, je suis bien crédule parce que moi, j'y ai cru. Hein. J'ai senti également qu'il mentait. J'ai l'impression qu'il se touchait beaucoup le visage. Ouais, mais en fait, j'ai fait la pudeur en pensant vous emmener sur une fausse piste, en étant hésitant, mais en fait, c'était pas ce qu'il fallait faire, mais je m'en sais mal. Est-ce que c'est des indices, ça, l'autocontact, ou c'est du folklore? Oui, alors les autocontacts, effectivement, les manipulatoires, ce qu'on voit. Alors, encore une fois, il n'y a pas d'indice universel lié à la tromperie. On se comporte tous différemment en fonction de la situation. C'est pour ça que le syndrome Pinocchio n'existe pas. Sinon, ce serait trop simple. Il suffirait d'adopter des contre-mesures. Si je sais qu'en me touchant le menton, c'est un signe de tromperie, ben, je ferai en sorte effectivement de laisser mes mains constamment comme ça. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, les gens qui ont tendance à mentir, c'est que vous avez une réduction de la gestuelle.
D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont tendance à se rendre un peu invisibles. Et ça, c'est issu de la phylogénèse, la science d'évolution des espèces. Okay ? Vous le voyez, en fait, les gens qui voulaient généralement ne pas se faire entendre, ne pas se faire connaître ou bien échapper à un danger, voilà, c'est une des réponses imposées par le cerveau. Ils avaient tendance justement à se replier sur eux, avec une réduction de la gestuelle. Et on s'est rendu compte, et j'ai fait passer plus de 800 interrogatoires dans ma vie, effectivement, on voit plutôt qu'il y a une proportion plus élevée sur une réduction de la gestuelle quand on ment. Je vais vous poser une question un peu personnelle. Ça doit être terrible dans votre couple. Votre moitié ne peut pas mentir. Alors, non. Alors, si, évidemment. Alors, ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que par moment, l'émotion a tendance à brouiller notre lucidité. Quand vous êtes amoureux de quelqu'un, évidemment, votre radar, entre guillemets, peut commettre certaines erreurs. Quelle horreur. Donc, du coup, non. Alors, effectivement, ma femme est plutôt honnête, enfin, du moins, je l'espère. Mais ça force les gens également à être un peu plus honnêtes. Donc, voilà, c'est tout. Voilà. Ou alors, elle est hyper douée. Exactement. Ou elle est hyper douée, en fait. Exactement. Christophe, vous voulez dire quelque chose ? Oui, il y a beaucoup d'idées reçues, j'ai l'impression. On croit que lorsque les gens mentent, ils se touchent davantage le visage, ils regardent moins dans les yeux, etc. En réalité, moi j'avais vu une étude, je ne sais pas si vous la connaissez et si c'est toujours valide, il y a quelques années, où on demandait à des personnes dans un aéroport de mentir devant une caméra. Ils devaient mentir sur le vol, la destination du vol qu'ils allaient prendre. Et les chercheurs s'apercevaient que les gens qui mentaient regardaient davantage dans les yeux. Justement, c'est ces contre-mesures pour prouver que je ne mens pas. Je regarde beaucoup plus dans les yeux par rapport à ceux qui disaient la vérité et du coup qui étaient moins attentifs à ce détail. Donc, je sais pas si... Si, tout à fait. Et du coup, c'est comme le billard à 2-3 bandes. Exactement. Oui, tout à fait. Si je peux me permettre, si je peux abonder dans ce sens-là, effectivement, vous avez beaucoup d'idées reçues, et notamment, on vous dira que les menteurs qui ne regardent pas dans les yeux, les gens qui ne regardent pas dans les yeux, du coup, ils mentent. Maintenant, si vous êtes un schizoïde, donc ça vous parle, les schizoïdes, des personnalités plutôt réservées, solitaires, qui semblent désintéressées des relations sociales, maintenir le contact oculaire, pour elles, c'est très difficile. C'est pas pour autant qu'elles mentent. Et en fait, on a beaucoup étudié tout ça, on se rend compte que les gens qui mentent, dans 50% des cas, ils regardent dans les yeux. Et dans 50% des cas, ils ne regardent pas dans les yeux. Ah bah c'est pratique. Agathe, regardez-moi dans les yeux. J'adore travailler avec vous. Ah, quel mytho. Mais pire que ça, si je peux me permettre, quand vous étudiez les prédateurs, donc violeurs, sociopathes ou psychopathes, ils augmentent le contact oculaire quand ils mentent. Parce que c'est une manière de s'acheter de la crédibilité. Parce qu'ils assument, oui. Quand vous dites qu'on se replie, c'est parce qu'on assume peut-être pas trop son mensonge. Mais c'est parce qu'ils savent que c'est une idée reçue, donc ils surfent dessus. C'est ça. André, votre mensonge ou pas ? C'était une soirée, j'étais avec ma fiancée, j'aime bien dire ma fiancée. Et puis il y avait Leonardo DiCaprio. Du coup, il ne regarde pas dans les yeux. Et Leonardo DiCaprio, il traverse toute l'assemblée, il va se pointer devant ma meuf et il lui fait, genre on fumait à l'époque, t'as pas une cigarette ? Alors elle lui tend la cigarette et moi je sors le briquet comme un con en lui disant putain j'adore ton dernier film, c'était Roméo et Juliette et tout ça. Il a regardé, il s'est barré. Ok. Alors, non plus, pas trop d'enjeux. Non, mais c'est la même chose. Mais je dirais. Je peux dire déjà. Alors, de ce que je vois, encore une fois, parce que j'ai regardé effectivement dans la loge et les coulisses, il n'y a pas trop d'écart par rapport à votre baseline. Donc, si je devais émettre un avis, je dirais que vous êtes crédible plutôt. Vous dites plutôt la vérité. Mais après, je peux me tromper. Bah, vous avez raison. C'est un sans faute. Hein. Bravo. Ouais. Bravo. On peut retourner le jeu 2 secondes. Vous êtes cassé le doigt. Et vous pouvez nous raconter une histoire ? C'est pas vrai. Je raconte 3 histoires, effectivement. Une à la boxe, parce que je fais de la boxe, d'accord. La deuxième, c'est qu'en baissant mon pantalon, voilà, mon doigt s'est cassé. Et la troisième, je ne sais même pas quoi vous dire. Vous avez une chance sur 2. La boxe. La boxe. Ouais, pas du tout, en baissant mon pantalon. C'est triste. Ça s'appelle un doigt malais. Effectivement, le tendon extenseur était au maximum, et puis ma phalange a fait ça. Voilà. C'est pas un mensonge très glamour. Hein. Est-ce que vous mentez mieux ? Non. Que le commun des mortels. Non, pas du tout. Alors, ça, c'est un mythe également. On pense que les gens qui ont une certaine aptitude à détecter le mensonge sont de bons menteurs. Ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir. Ce sont 2 compétences complètement distinctes. D'ailleurs, j'ai testé 2 hommes que vous connaissez très bien, qui sont d'excellents menteurs. Et je leur ai demandé justement j'ai voulu évaluer leur capacité à détecter le mensonge. Et ils étaient bien en dessous de la moyenne. Et j'ai fait également l'inverse, qui se retrouvent. Donc, c'est 2 choses différentes. Quel est le menteur ? Pardon, vas-y. On allait poser la même question. Oui, vas-y. Quel est le menteur qui vous a le plus marqué ?
qui m'a le plus marqué. Un homme politique. Plus impressionné, le plus fort, celui qui vous a le plus posé question. Oui, je sais pas. J'ai beaucoup aimé travailler sur Cahuzac. Après, le problème, c'est qu'on a toujours une sorte d'appréhension quand on regarde des politiques, parce que vous savez, on a ces idées reçues qui mentent quoi qu'il arrive. Moi, j'ai beaucoup aimé Cahuzac face à Bourdin, quand il disait droit dans les yeux. Mais là, vous l'avez perçu, par exemple, le mensonge à ce moment-là, parce que vous deviez... Non, pas forcément, parce qu'encore une fois, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir la possibilité de confronter la personne. Si je vous confronte pendant 10 minutes, j'aurais une chance de détecter. Alors moi, c'est sûr, ça c'est certain. Et en fait, quand il disait les droits dans les yeux, et pendant 20 secondes, il maintenait un contact oculaire et sans nictation. La nictation, c'est le clignement des paupières. Et en fait, ce qui est complètement contraire à sa baseline. Mais en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est que j'avais fait une petite étude où j'avais demandé à ces différentes personnes, est-ce que vous pensez qu'il est crédible? Les gens avaient dit oui. Et j'aurais dit pourquoi? Parce qu'il maintient le contact oculaire. Voilà, c'est une idée reçue. Marouane Méry, vous écrivez dans votre livre qu'il existe des personnes exceptionnellement douées pour mentir. Quel est leur secret? Alors, votre capacité à mentir dépend avant tout de vos facultés cognitives. On s'est rendu compte, et de mon expérience également, c'est que des gens qui sont des personnes qui sont extrêmement intelligentes peuvent plus facilement berner les autrui. Pourquoi? Parce que quand vous mentez, il faut considérer une chose, c'est que ça va nécessiter chez vous un processus cognitif important. La vérité, d'accord, ne nécessite pas de processus cognitif particulièrement important. Si je devais demander à Christophe qu'est-ce qui vous est arrivé hier, donc du coup, il va commettre quelques erreurs, mais ça va être assez facile. S'il doit créer quelque chose, son corps sera peut-être enclin à le trahir. Et donc, des gens qui ont des fortes facultés cognitives, très très bonne mémoire, d'accord, fort pouvoir de conviction, qui sont également capables d'évoluer en fonction de votre réaction, seront plus à même, justement, d'évoluer en société. Donc, c'est lié également à vos facultés cognitives. Bon, quand on parle de menteur invétéré, on pense forcément à la figure du séducteur. Christophe, quand on essaye de séduire ou tout simplement de plaire à quelqu'un, est-ce que mentir, ça peut aider à avoir confiance en soi? Oui, moi, je me suis quand même pas mal servi de ça, si je dois confesser, là, aujourd'hui. Mon mari, je l'ai quand même chopé en le mitonnant un petit peu. Hein. Je me suis un petit peu... Vous avez dit quoi? Là, je me suis à la fois planquée et un peu mise en valeur. Oui, voilà. Oui, c'est la règle. Vous savez que dans la pièce de Molière, Don Juan, le sous-titre, c'est le burlador, el burlador de Séville, c'est-à-dire le trompeur, l'enjôleur, le menteur, le manipulateur, comme si la séduction était obligatoirement associée au mensonge. Et c'est vrai que même au-delà de la séduction sentimentale, dès qu'on est dans le registre de ce qu'on appelle la présentation de soi, on vous fait passer au laboratoire des entretiens avec des personnes que vous ne connaissez pas et on vous filme. Et puis le dialogue roule, eh bien on s'aperçoit que les gens mentent 2-3 fois en 10 minutes parce que c'est une sorte de standard social. Par exemple, mentir, c'est faire semblant d'être d'accord alors que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Du moment que vous êtes face à un inconnu, au début vous cherchez à mettre une sorte de petit lubrifiant social avec de l'assentiment, avec des enjolivures. Donc ça semble faire partie du jeu social. Alors après, c'est qu'est-ce qu'on appelle le mensonge? Est-ce que essayer de se présenter sous son meilleur profil, c'est un mensonge? C'est ça, est-ce pour que séduire. Se montrer pour la vie conjugale, par exemple, quand vous avez séduit votre mari, se montrer plus aimable qu'on ne l'est habituellement. Ça a marché, il est à fond sur moi quand même. Est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que c'est enjolivé? Donc tout ça pose des questions à l'infini, mais c'est vrai qu'on en rajoute un tout petit peu quand on veut plaire. Ça, et on omet pas mal aussi. Il y a beaucoup de mensonges par omission quand on drague. Hein. Oui, mais je suppose que votre mari, Agathe, il a fait la même chose, lui, de son côté. Non, parce que lui n'est pas comme ça. Et surtout, mais c'est vrai, et surtout, il a tout compris en 2 secondes. C'est là, et il me l'a avoué des années après. Il m'a dit, mais ma pauvre fille, essaye de te cacher derrière tes blagues et tout. Je voyais bien, j'essayais de cacher ma fragilité, mes machins. Il a tout vu. C'est pour ça qu'il est extraordinaire. Marouane, justement, qu'est-ce que vous conseillez quand on prend quelqu'un en flagrant délit de mensonge, que ce soit un ami, quelqu'un de la famille? Est-ce qu'il faut le confronter ou est-ce que... moi, j'ai tendance à les protéger. J'ai 2-3 amis vraiment très, très menteurs et je leur dis jamais parce que je veux pas les mettre mal à l'aise. Oui, bien sûr. Alors déjà, il faut considérer que le mensonge fait partie du tissu social
Et une société sans mensonge, ça ne fonctionnerait pas. Voilà, il y a un super film qui s'appelle Menteur, Menteur avec Jim Carrey. Je sais que vous citiez Jim Carrey tout à l'heure. Et on voit qu'il n'a absolument aucun ami, parce que dès lors que vous n'avez plus de filtre, tout est hyper compliqué. Quand vous confrontez quelqu'un, généralement, il perd la face. Et le risque, c'est qu'il se retranche d'autant plus dans son mensonge. Donc, du coup, si je peux me permettre un petit conseil, dans un premier temps, c'est d'accepter le mensonge. Moi, j'ai des très bons amis à moi, je les ai vus mentir et je n'ai jamais pu leur dire, parce qu'encore une fois, ça risque de briser quelque chose. Si, par exemple, mon enjeu, c'est quand même d'extraire de l'information à leur insu, d'accord, ou qu'ils avouent d'une manière ou d'une autre, je vais plutôt utiliser ce qu'on appelle le questionnement inductif, où je vais leur poser des questions jusqu'à ce qu'ils se prennent les pieds dans le tapis. Et en fait, eux-mêmes vont devoir, du coup, avouer ce qu'ils ont dû faire. Mais je préfère que ça vienne d'eux que de moi. C'est toujours plus acceptable. C'est comme en négociation, une solution est toujours plus acceptable quand elle vient de la partie adverse et non pas de vous-même. Sinon, il y a un phénomène de protection ou de rejet psychologique. Ouais. Et puis, Christophe, il est bon parfois de mentir à ses proches pour les protéger ? Oui, c'est une fois de plus, c'est ce qu'on appelle le mensonge altruiste. Alors, c'est très compliqué ces histoires de mensonges protecteurs, parce qu'il y a le petit mensonge dont on a parlé aujourd'hui. Voilà, cette robe te va très bien, mais non, tu n'as pas grossi. Après, il y a l'ami malade qui vous demande est-ce que j'ai bonne mine, ouais, quoi lui dire. Et puis après, il y a les problèmes qui se posent aux médecins. C'est-à-dire lorsqu'on voit que le patient souffre d'une maladie et qu'on n'est pas sûr qu'il puisse écouter le diagnostic à cet instant précis, on va lui délivrer par petite dose, on va vérifier s'il est capable de la digérer. Le problème, une fois de plus, c'est pas seulement la vérité, c'est aussi la relation de confiance et c'est aussi l'impact qu'est-ce qu'on veut obtenir de la personne. Donc, Christophe, pour conclure... Il y a une belle histoire, pardon Ali, mais c'est Johnny Hallyday qui... C'est une vraie histoire vraie. On l'a raconté, notamment... à propos de sa mort, il n'était pas très fidèle. Un soir, Sylvie n'est pas là, donc il se retrouve avec une groupie chez lui. Et puis, elle débarque un soir plus tôt, elle ouvre la porte de la chambre, elle le voit, elle regarde la meuf, elle dit « Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là ?» Et là, Johnny se retourne vers elle, il fait « C'est vrai, mademoiselle, qu'est-ce que... » Elle est belle. Christophe, pour conclure, j'ai l'impression que nos petits mensonges du quotidien nous aident à mieux vivre. Bien sûr, c'est des mensonges par générosité, par gentillesse, par lâcheté aussi parfois, parce qu'on n'est pas toujours aussi courageux qu'il le faudrait, mais c'est vrai que c'est important de se rappeler que parfois, c'est la vérité qui aide à progresser, même si elle fait un petit peu mal. Mais du moment qu'elle est accompagnée de bienveillance et de gentillesse, elle finira par faire du bien. Il y a des chanteurs et des chansons qui ont glorifié le mensonge. André Manoukian va vous le prouver. C'est pas cette chanson, mais c'est la chanteuse, c'est Jeanne Moreau. Effectivement, c'est notre très grande dame. Alors, son premier César, elle l'a obtenu en 92 pour La vieille qui marchait dans la mer. Et puis ensuite, 2 Césars d'honneur en 95, en 2008. Moi, je trouve que la chanson qu'elle va nous chanter maintenant, elle est super pertinente parce qu'elle exprime la supériorité de celle qui sait quand on lui ment. La chanson s'appelle « Les mensonges ». Lorsque tu me regardes, je le vois bien, c'est vraiment vrai que ton regard s'en va et passe à travers moi pour se perdre au-delà de moi. Et quand je te demande sans cesse à quoi tu songes, crois-tu que je ne sens pas que tu me réponds des mensonges? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Tu peux baisser les yeux et bourrifer mes cheveux et dire ce que tu veux, je ne te crois pas. Quand tu m'embrasses, moi je me dis mais oui, c'est pourtant vrai tant qu'il m'embrasse moi. C'est toujours ça le prix, puisque tout passe et que tout lasse. Et quand tu me souris d'un air distrait, c'est vrai, crois-tu que je ne vois pas? Voilà, c'était ses tout débuts. Et c'est dommage qu'elle n'en ait pas chanté plus. Mais bon, voilà, cette chanson n'était pas très connue, mais je trouve que... Mais grâce à vous, elle l'est maintenant. Mais voilà, et puis le sujet s'y prêtait, quoi. Donc, Agathe, la prochaine fois que vous mentez, ça sera très charmant. Merci beaucoup, André. Merci, Marouane Méry, d'être venu. Je rappelle le titre de votre livre, « Vous mentez ». Merci Ali, on va vous retrouver évidemment du lundi au vendredi pour Grand Bien vous fasse, c'est sur France Inter et c'est à 10h05. Et vous Agathe, on vous retrouvera avec plaisir dans la Maison des Maternelles sur France 4 tous les jours à 9h. Et puis tous les samedis, bon maintenant vous le savez, hein, le rendez-vous est immuable, même jour, même heure sur France 2, on se fait du bien.
À la semaine prochaine. Bon week-end. Bon week-end.